Nous abordons ici la notion de format et de compression audio. Nous allons commencer par quelques éléments de compréhension en ce qui concerne le compactage et la compression des données, la compression audio-vidéo, et nous finirons par les formats courants d'encodage des fichiers audio en stéréo. L'étude scientifique de l'information a débuté en 1924 sous l'égide de mathématiciens et de physiciens encore connus, Gabor, Harley, Nyquist, Wiener, etc. Mais elle n'a pris toute sa dimension qu'avec l'élaboration de la théorie mathématique de l'information, publiée en 1949 par Shannon et Weaver. Le développement des transmissions télégraphiques imposait déjà d'optimiser l'utilisation des canaux de transmission offerts et donc d'éliminer des données à transmettre tout ce qui n'était pas indispensable à la compréhension. La simple compression des fichiers binaires ne tient pas compte de la nature des données. C'est une opération qui doit être entièrement réversible et on ne dispose d'aucune information préalable de redondance. Les codages, dits à longueur variable, VLC, Variable Length Coding, utilisent les fréquences d'apparition des éléments du message pour attribuer aux plus fréquents des codes courts et aux plus rares des codes longs. La méthode de Huffman ajoute à ce principe une étude préliminaire statistique et à partir d'une étude statistique portant sur la fréquence des éléments signifiants présents dans les données originales, l'algorithme de Huffman attribue à chacun de ces éléments un code binaire dont la taille est d'autant plus réduite que le code est fréquent. Ce code est utilisé rarement seul pour la télécopie, le photo-CD de Kodak, etc. Ce système autorise ensuite le codage en temps réel. Les codages par dictionnaire reposent sur l'analyse des répétitions dans les données à traiter. Il ne s'agit pas de rechercher des occurrences de signifiants considérés comme élémentaires, généralement des octets, mais des chaînes de longueur variable, éventuellement très longues. Les chaînes répétées prennent place dans un dictionnaire et chacune est remplacée, dans le résultat compressé, par sa seule adresse dans le dictionnaire. Donc plus le fichier est gros, plus cette méthode est intéressante en raison de la taille du dictionnaire par rapport au fichier à compresser. Cet encodage se fait donc en 2 passes. La méthode Lempel-Ziv, les méthodes Lempel et Ziv exploitent conjointement un algorithme statistique limité issu de Huffman ou de Shannon-Fano, mais en évitant l'analyse préalable de l'ensemble du fichier, ce qui permet un encodage en une seule passe. De très nombreux programmes de tout type utilisent les algorithmes LZ, comme ARC, PKZip, LARC, ARJ, etc., etc. Par exemple, la version 3 du format rare est basée sur la compression Lempel-Ziv et la prédiction par reconnaissance partielle. Ou le format ZIP utilise DFLAT, qui est un format de compression de données sans perte qui couple l'algorithme Lempel-Ziv et le codage de Huffman. La compression audio et vidéo, qui est celle qui nous intéresse, a des particularités. Il faut se rendre compte que cette compression est, à notre époque de l'industrie du divertissement, extraordinairement importante. Je vous invite, si vous ne le connaissez pas, à regarder ce gentil film qui s'appelle Antitrust, qui explique bien les enjeux de la compression des médias de divertissement. Par exemple, si un industriel loue pour une fortune quelques faisceaux sur un satellite, si c'est à l'aide d'un algorithme de compression, il réussit à passer 10 chaînes dans le débit qu'il loue, il gagnera plus d'argent qu'un concurrent qui aurait un moins bon algorithme et qui ne pourrait passer que 5 chaînes avec ce débit identique. Il s'agit donc d'un enjeu industriel essentiel à notre époque où le divertissement est transféré par Internet, par satellite, etc., etc. En audio et en vidéo, particulièrement, les données sont fortement corrélées. Pour l'image, la couleur ou la luminosité de 2 pixels contigus sont statistiquement très voisines. Pour le son, 2 échantillons successifs sont statistiquement très proches, étant donné la nature oscillatoire et continue des phénomènes sonores.
Cette forte corrélation illustre la redondance d'informations au sens de Shannon. La méthode statistique est toujours employée dans les techniques de compression d'images. Cette méthode exploite la corrélation entre des pixels voisins pour produire une valeur probable du prochain pixel à coder. Le produit de cette prédiction étant statistiquement proche de la valeur réelle, il est alors possible d'effectuer le codage de manière beaucoup plus compacte ou économique, par exemple en codant uniquement la différence avec la valeur prédite. Les ordres de grandeur des valeurs à transmettre sont alors statistiquement plus faibles, ce qui permet d'utiliser un nombre plus faible de bits, soit en codage de longueur fixe, soit en longueur variable. Les méthodes de codage par répétition, le RLE, le Run-Length Encoding, il s'agit donc là simplement de remplacer des éléments signifiants successifs identiques par un seul d'entre eux suivi du nombre de répétitions. Implémenté dans PCX de ZSoft, un format d'image repris à son compte par Microsoft par la suite et avec les différentes implémentations de Paintbrush, également dans la télécopie, etc. Ces méthodes sont généralement associées à un codage statistique de Huffman. Les extensions multimédia de Windows reconnaissent également les fichiers RLE qui sont une version compressée de Run-Length, par exemple le format BMP, le CDI de Philips parmi d'autres formats graphiques. Ces deux-là utilisent des formats de Run-Length. Les méthodes prédictives, c'est-à-dire la compression différentielle et différentielle adaptative pour les données sonores, ne transmettent pas la valeur de l'échantillon, mais celle de la différence avec l'échantillon précédent, qui est statistiquement inférieur et peut donc être codé sur un nombre de bits plus réduit. Donc DPCM, un différential pulse code modulation, et vous rajouterez l'accent anglais qui va bien avec. La méthode améliorée pour cela, dite ADPCM, A pour adaptative, améliore le procédé précédent en réalisant une prédiction plus précise que la simple prise en compte de la valeur de l'échantillon précédent. Cela peut par exemple, dans le cas du son, être réalisé par l'extrapolation de la vitesse de variation du signal sur les échantillons précédents. La valeur délivrée par le prédicteur est alors celle de l'échantillon précédent, corrigée en tenant compte de la moyenne des variations constatées sur quelques échantillons passés. Le codage ainsi obtenu permet, avec un même nombre de bits de codage, des altérations largement plus réduites qu'avec la méthode différentielle simple. Dans le cas de la compression de données sonores, les codages différentiels et différentiels adaptatifs, donc DPCM et ADPCM, offrent des résultats satisfaisants. Le signal sonore est unidimensionnel et présente une corrélation beaucoup moins forte que les images. On obtient en fait un meilleur ratio de compression avec ces méthodes pour les images. Dès que l'on accepte de perdre des informations, fussent-elles jugées superflues, on entre dans le domaine de la compression dégradante, je dirais. Se pose alors la question de la limite acceptable à la perte d'informations, de la sélection des critères opportuns et des paramètres à retenir pour estimer la qualité de restitution. L'évaluation du résultat ne peut être que subjective et la question de la limite acceptable de perte d'informations se pose à ce moment. Dans bien des cas, l'information obtenue après la numérisation peut se révéler bien trop fine pour la chaîne de restitution envisagée. Par exemple, les dispositifs de visualisation ne disposent pas tous des 24 bits généralement utilisés pour coder les couleurs, ou encore la qualité des haut-parleurs utilisés rend souvent tout à fait superflue une définition d'enregistrement de type CD audio ou Super Audio CD 24 bits à 96 kHz. Il importe également de tenir compte des capacités de l'être humain à qui sont destinées in fine les informations conservées. L'être humain a une perception auditive spécifique conçue par l'évolution pour la perception du langage et limitée par beaucoup d'aspects. L'étude de cette perception se nomme la psychoacoustique, mais ce n'est pas le sujet du jour. Néanmoins, nous devons comprendre que notre oreille est très sensible aux alentours de 2,8 à 3 kHz, ce qui est la fréquence moyenne de la voix humaine.
Pour les fréquences alentours, les niveaux nécessaires à rendre une fréquence audible croissent à vitesse variable en fonction de l'individu, de son âge, de sa condition physique. En effet, pour beaucoup d'êtres humains ont des altérations de l'audition liées à l'âge ou à des traumatismes variés, définitifs ou passagers. On entend donc surtout correctement les fréquences situées dans la gamme de 2 kHz à 5 kHz. En effet, il faut moins de 5 décibels pour entendre les fréquences de cette bande, alors qu'il faut plus de 20 décibels pour entendre les fréquences situées en dessous de 100 Hz ou au-dessus de 10 kHz. C'est le rôle du filtre de contour, le loudness de nos vieilles chaînes hi-fi, qui, à niveau faible, permettait de remonter les graves et les aigus, car ces graves et ces aigus passaient au-dessous des seuils de perception. Bien sûr, quand on revient à un niveau normal, il faut enlever cette fonction loudness qui va déformer le son. Il nous faut aussi dire un mot de la notion de masquage fréquentiel, qui intervient lorsque le cerveau doit analyser deux modulations dont la fréquence et l'amplitude sont proches. On parle de bande critique, ou BARC. L'oreille analyse le spectre audio en le découpant en bandes dites critiques, et dans chacune de ces bandes, dont la largeur varie en fonction de la précision de l'oreille à ses fréquences, l'oreille assimile les fréquences et ne les différencie pas. Ces bandes critiques correspondent à la répartition des cellules ciliées dans l'oreille interne. Ces bandes sont plus étroites dans les basses fréquences et environ les 3/4 de ces bandes assurent une perception au-dessous de 5000 Hz. L'oreille est donc plus précise dans ses fréquences moyennes et basses que dans les très hautes. Certaines bandes critiques sont plus larges que d'autres et mériteraient donc moins de définition. Autre phénomène psychoacoustique, le masking temporel. Après l'audition d'un son fort, l'oreille met un certain temps avant d'entendre un autre son de fréquence proche si son niveau est plus faible. C'est ce qu'on appelle le masquage temporel. Toute composante située sous le seuil de masquage ne sera pas perçue par l'ouïe humaine. La question de la directivité du son se pose aussi. Au-dessous d'une certaine fréquence, l'être humain ne perçoit pas la direction de la provenance du son. Depuis longtemps, tenant compte de ces phénomènes, des systèmes d'enceintes ne restituent sur plusieurs canaux que les fréquences médianes et aiguës, les fréquences graves étant restituées par une seule unité de diffusion, le caisson de basse. Notez bien qu'il ne faut pas confondre le caisson de basse dont nous parlons là avec le caisson de basse qu'on appelle LFE pour Low Frequency Effect, utilisé dans les systèmes multicanaux, qui lui est destiné à produire des vibrations dans les systèmes de cinéma et de home cinéma. Cependant, certains systèmes de home cinéma font cumuler au caisson de basse ces deux fonctions. L'encodage full stéréo encode séparément les deux canaux, tandis que l'encodage joint stéréo détermine les points communs aux deux voix, et ça peut se faire sans perte d'information. Donc, une analyse soignée de la pertinence des informations conservées, en tenant compte de l'ensemble de la chaîne jusqu'à la restitution finale et son destinataire, permet de réduire considérablement la quantité des données conservées sans dégradation lors de la restitution. Pourtant, une telle opération consiste déjà en une altération de la source et constitue donc bien une compression dégradante. En outre, ce type de traitement ne peut se concevoir que dans le cadre de l'élaboration d'un support de diffusion adapté à une chaîne de restitution précise. Même si tout arrive, on a du public qui convertit son MP3 en WAV pour le regraver sur un CD audio en espérant retrouver la qualité perdue, ce qui ne sera évidemment pas le cas. Dans le cas d'un archivage, en revanche, il sera nécessaire de prévoir une définition sensiblement plus fine pour tenir compte des besoins futurs, mais sans oublier que nombre d'informations, si elles sont technologiquement possibles à capturer ou à restituer, sont peu ou pas perceptibles à l'oreille ou à l'œil des humains d'aujourd'hui et sans doute de demain, à moins que l'être humain sache à terme améliorer les capacités de son corps. Nous verrons donc les formats courants d'encodage des fichiers sur deux canaux, qui seront donc de deux types, les formats sans perte, lossless, et les formats
avec perte, l'OCI.